Ok, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu si tôt le matin, finalement, un dimanche, hein, c'est la grasse matinée, d'habitude. Mais bon, voilà, alors aujourd'hui, hein, puisque c'est la troisième fois que j'interviens dans ce cadre, j'avais présenté une première fois l'astrologie d'une manière générale, ce que pouvait être l'astrologie telle que je la pratique. La deuxième fois, j'avais parlé du facteur âge, hein, pas du facteur âge. Et puis là, je me suis dit, tiens, quand Nathalie m'a demandé quel sujet je voulais aborder, je me suis dit, tiens, je vais parler, on n'en parle pas si souvent que ça finalement, de ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Hein, les astrologues, entre eux, ils disent la mondiale. Hein, la mondiale, c'est-à-dire, c'est l'astrologie qui touche les sociétés, les civilisations, l'humanité, l'univers. Hein, là, on n'est plus uniquement dans un thème individuel, hein, qu'on appelle d'ailleurs l'astrologie individuelle, dans un terme très barbare, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça fait toujours bien de sortir des termes techniques que les autres ne comprennent pas toujours, hein, comme les médecins, quoi. Hein. On dit c'est l'astrologie génécliaque, hein, l'astrologie de l'individu, l'astrologie, comme on fait d'habitude, en consultation, on étudie le chemin de vie de la personne qui vient en consultation. Et donc ça, c'est l'astrologie plus individuelle. Là, je vais vous parler de l'astrologie cosmique, de l'astrologie, donc comme je l'ai dit, universelle, la mondiale, quoi, la mondiale. Donc là, on est concerné bien sûr en tant qu'individu, que nous sommes chacun, encore que le terme individu ne soit pas exact, suivant la terminologie de mon maître d'astrologie qui s'appelle Dan Rudyard, il dit qu'il y a des personnes et il y a des individus. Et nous sommes au départ tous des personnes, mais nous ne sommes pas encore des individus, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore individuels. Mais ça, j'en avais parlé, c'est le processus d'individuation dont parle Jung, hein, et donc qui est important. Mais en tant qu'individu, prenons ce terme-là d'une manière générale, nous sommes impliqués dans la marche de l'humanité. Hein, nous sommes impliqués dans la marche de l'humanité. En fait, nous vivons chacun notre petite histoire, chacun de notre côté. Nous sommes reliés aux soubresauts de l'histoire autour de nous, hein, des grandes histoires et tout ça, et des petites histoires. Mais en même temps, nous faisons partie d'un espace de vie plus grand, plus vaste, dont nous n'avons pas toujours conscience d'une manière évidente. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des membres de l'univers. Nous sommes des cellules de l'univers, et tout ce qui se passe dans l'univers, d'une manière ou d'une autre, va nous concerner. Le but de l'astrologie mondiale, comme on le fait pour un thème individuel, c'est de voir l'évolution donc des nations, de l'univers, etc. Donc la première chose qu'on prend pour comprendre ce qui se passe d'une manière générale, d'une manière globale, universelle, et pas seulement individuelle, encore une fois, c'est de regarder les grands cycles cosmiques de l'humanité, les grands cycles cosmiques astronomiques, bien sûr, mais qui ont une signification très claire sur le plan de la symbolique, de l'interprétation et du sens de ce que nous sommes en train de vivre en tant que collectivité cosmique, on va dire. Hein, qu'on soit ceci ou cela au départ, qu'on soit blanc, noir, français, américain, bouddhiste ou autre, hein, on est impliqué dans notre subconscient par ce qui se passe dans l'univers. Donc c'est comme ça qu'on voit la marche des civilisations, hein, comme disent certains auteurs d'astrologie qui ont écrit des livres sur la question. Là, ce à quoi je vais me référer, c'est, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, ça fait l'objet souvent de séminaires de plusieurs jours, hein, d'aborder la question, mais je vais me référer principalement au travail de mon maître d'astrologie qui s'appelait Dan Rudyard, qui a écrit un livre sur la question. Entre autres, il en parle beaucoup dans tous ses livres, mais il y a un livre spécifique qui s'appelle « L'histoire au rythme du cosmos ». Donc, si vous voulez approfondir ce que je vais dire, vous pouvez, entre autres, voir ce livre, mais de nombreux auteurs ont aussi abordé la question, de nombreux auteurs astrologues. Je suis venu à cet aspect-là, de par ma formation universitaire au départ,
Et donc ça m'a tout de suite intéressé en astrologie, l'astrologie mondiale. Hein, comme j'ai fait des études de Sciences Po, on étudie justement les cultures, on étudie l'histoire des idées politiques. Eh bien, dans la compréhension qu'on a des cycles cosmiques, eh bien, on peut voir le sens de ce qui se joue. La première chose pour comprendre le premier cycle, hein, c'est de multiples cycles qui s'emboîtent les uns dans les autres comme une horloge cosmique. Hein. Je pense, quand vous étiez petit, hein, vous avez démonté des montres, hein, peut-être des horloges, et vous avez vu, il y a plein de roues, il y a des grands cycles, et puis il y a des petites roues qui s'intègrent dans le grand cycle. Donc on va partir du plus grand cycle, qui nous donne le sens de ce que nous vivons, et rien qu'avec ça, on va comprendre pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Mais vous en avez entendu parler, hein, je vais vous parler de ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est la première chose qu'on étudie quand on veut voir le sens profond de ce que nous vivons. En fait, vous avez dû entendre des scientifiques s'adresser aux astrologues, hein, qui n'ont pas forcément... Hein, les scientifiques ne nous aiment pas trop, hein, en fait, en tant qu'astrologues, parce qu'ils disent qu'on n'est pas scientifique, justement. Mais si, on l'est, c'est notre science. Et ils nous reprochent une des choses importantes, c'est que tous les ans, à l'équinoxe de printemps, nous on dit le soleil rentre dans le signe du bélier. C'est l'équinoxe de printemps. Et ils nous disent, ouais, mais les astrologues, ça ne va pas, parce qu'en astronomie, l'équinoxe de printemps, il n'est pas dans le bélier, il est dans le poisson. Vous voyez, donc pourquoi? Parce que les scientifiques ne regardent que ce qui est extérieur, ce qu'ils appellent le zodiaque des constellations, que nous regardons, nous aussi bien sûr. Il y a le zodiaque des constellations, hein, vous savez, les constellations qu'on voit dans le ciel, et qui ont le même nom, pour la plupart, que les signes du zodiaque que nous utilisons. Donc il faut comprendre qu'il y a deux zodiaques en fait. Un zodiaque qu'on appelle tropical et un zodiaque qu'on appelle sidéral. Bon, le zodiaque tropical, c'est celui que nous utilisons habituellement, c'est-à-dire que tous les printemps, tout le jour du printemps, le 21 mars, à l'équinoxe du printemps, le soleil rentre dans le signe du bélier. Quoi qu'il arrive, il rentrera dans le signe du bélier. Au solstice d'été, il rentrera dans le signe du cancer. Vu de la Terre, évidemment, on le voit tourner autour de la Terre. On est en système géocentrique et non pas héliocentrique. Hein, etc. Quand il arrive à l'équinoxe d'automne, il rentre dans le signe de la balance. C'est toute chose que vous savez, hein, en principe. On a appris ça à l'école aussi. Hein. Et au solstice d'hiver, il rentre dans le signe du Capricorne. Mais comme je vous disais, il y a un autre zodiaque, celui qu'on peut voir effectivement si on sait regarder le ciel, comme les astronomes le regardent, qui est le zodiaque des constellations. Hein, il y a la constellation du Bélier, la constellation du Taureau, etc. Les deux zodiaques ne se correspondent pas, ou ne se correspondent plus. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail astronomique pour vous expliquer ce phénomène de la précession des équinoxes, hein, juste de le savoir, c'est ce que les scientifiques, d'ailleurs les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, qui a été découverte dans l'Antiquité par Hipparque déjà, qui en parlait en moins 700 avant Jésus-Christ. Hein, donc c'est un phénomène qui a toujours existé. Et donc les deux zodiaques, du fait de ce phénomène de précession des équinoxes, se décalent l'un par rapport à l'autre, et c'est-à-dire que le zodiaque tropical, le degré 0 du bélier, l'équinoxe de printemps, ce qu'on appelle le point vernal en astrologie, rétrograde d'1 degré tous les 72 ans par rapport au zodiaque des constellations. C'est-à-dire que tous les 26 000 ans, en fait, puisqu'il y a 12 signes, tous les 26 000 ans à peu près, hein, les deux zodiaques se correspondent. C'est ce qu'on appelle la grande année. La grande année, tous les 26 000 ans, nous démarrons un nouveau cycle de l'humanité. Hein, peut-être plus, mais en tout cas, ça c'est le grand cycle. Donc les deux zodiaques se correspondent. La dernière fois qu'ils ont été ensemble, à 0 degré du bélier de l'un, 0 degré du bélier de l'autre, vous me suivez? Oui. Hein, c'était il y a
et quelques années, qu'on associe à la naissance du Christ. Bon, je reste dans une globalité. J'ai fait des fiches au fil du temps, surtout au début. Hein, par exemple, ça c'est une fiche que j'ai faite au début de ma carrière d'astrologue. Chaque cycle dure exactement 25 920 ans. Et donc, d'après Rudyard, parce que les astrologues ont des difficultés pour situer le moment exact où les deux correspondaient. Mais ils sont à peu près d'accord pour dire qu'à quelques centaines d'années près, évidemment, qu'il y a ce passage. Donc nous sommes à la fin de l'ère des poissons, vous avez entendu parler de ça, hein, le 0 degré du bélier du zodiaque fixe, l'équinoxe de printemps, le point vernal, se trouve maintenant au dernier degré de la constellation du poisson. En fait, pas le dernier degré, mais le premier degré. Parce que comme c'est rétrograde, hein, et il va rentrer bientôt, pour certains, pour d'autres c'est déjà fait, mais je vais vous expliquer ça, il va rentrer dans le dernier degré du signe du poisson, il va rétrograder du signe du Verseau, et il va rétrograder sur 30 degrés en 2160 ans, puisque si chaque année, une grande année fait 25 926, hein, 920 exactement, eh bien on peut voir que chaque période fait 2160 et quelques années. Hein. Donc bon, mais restons dans la symbolique, plus exactement, ce qui est mon domaine particulièrement. Donc, on est en train de passer d'une ère cosmique à une autre ère cosmique. D'accord ? Vous avez entendu, je pense, déjà parler de ça. À une certaine époque, dans ma jeunesse, hein, il y avait des gens qui chantaient Let the Sunshine. Hein, vous avez entendu ça, hein, et qui chantaient Aquarius. Aquarius qui veut dire le Verseau en anglais. Hein, Aquarius, elle aussi. Donc ça remonte, vous vous rappelez de la comédie musicale Hair, dont Milos Forman a tiré un film qui s'appelle Hair aussi. Et je pleure évidemment chaque fois que je le vois, parce que ça me rappelle plein de choses, mais en même temps, c'est vraiment une ouverture sur quelque chose de ce qui est en train de se passer. On le ressent, quand on le sait, on le ressent dans nos cellules. Donc, déjà, un certain nombre de personnes, un certain nombre d'auteurs, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, il y en a qui ne savaient pas qu'ils étaient des précurseurs de l'ère du Verseau. Mais leur manière de vivre, leur manière d'être, faisait qu'ils étaient en avance sur leur temps, et ils vivaient d'une manière qui était répréhensible, entre guillemets, pour les gens qui étaient encore dans les normes de l'ère du poisson, dans laquelle nous sommes encore. En fait, chaque cycle, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que tout est question de cycle, chaque cycle a une période de transition, une période de environ 10% du cycle. C'est-à-dire que on dit habituellement que dans l'ère du poisson qui est en train de se terminer et le passage à l'ère du Verseau qui est en train de se manifester, il y a, si on dit qu'un cycle fait 2160 ans, hein, une ère cosmique fait 2160 ans, on est à la fin des 2160 ans. Rudyard nous dit qu'on est quasiment dans les 72 derniers degrés, hein, le dernier degré des 72 ans. Hein, donc, pour Rudyard, l'entrée dans l'ère du Verseau se fera en 2062. Mais on ne va pas attendre jusque-là, évidemment. Hein. Donc la période de transition est 1/10 du cycle. Si c'est 2160 ans, ça fait... Je ne suis pas bon en maths, mais enfin, bon, j'ai appris... ça fait 216 ans. Et j'avais noté, pour être sûr, bon, ça c'est mes petites fiches d'avant, hein, mais je les ai retrouvées, j'avais noté, voici ce qu'on disait, 216 ans, donc ça fait 3 fois 72 ans. Hein, puisque je vous ai dit 1 degré de 72 ans. Donc la première entrée dans le processus d'appel vers la nouvelle ère, parce que quand on va commencer un nouveau cycle, quand on termine un cycle, il y a quelque chose d'accord qui se termine, il y a des choses qu'il faut larguer, comme dans notre vie individuelle, quand on étudie les cycles personnels, il y a des choses qu'il faut larguer, et puis on a un appel vers quelque chose d'autre. Et là, c'est l'appel vers le Verseau. Hein, alors,
voilà ce qu'on dit habituellement. La première phase de la transition a commencé en 1846 et a joué jusqu'à 1918. C'est une date qui vous dit quelque chose, 1918. La deuxième phase de la période de transition, les dernières 3 fois 72 ans, elle va de 1918 à 1990. Et la troisième phase, dans laquelle nous sommes en ce moment, elle a commencé en 1990 et elle va à 2062. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une phase de transition, ce que j'ai expliqué il y a quelques instants, il y a quelque chose qui se termine, on le ressent, hein, il y a quelque chose qui se termine, et il y a un appel vers quelque chose d'autre. On a ça dans nos vies personnelles, dans les cycles de 30 ans par exemple. On sent qu'il y a quelque chose qui finit, la vie, les situations de vie se mettent à nous mettre dans des perspectives, dans des situations donc, qui nous obligent à transformer quelque chose dans notre vie. On le fait ou on ne le fait pas. Les choses sont inscrites, certaines choses sont inscrites, mais tout n'est pas inscrit. Ce qui n'est pas inscrit, c'est notre libre arbitre. C'est pour ça que quand je fais une consultation, je vois des choses qui vont se passer, des correspondances entre ce que la personne vit, la situation, et ce que l'astrologie me dit, le sens profond de ce qu'elle est en train de vivre. S'il y a quelque chose à transformer, je ne sais pas, a priori, oui je le sais, mais je ne sais pas si la personne va le faire parce que ça dépend d'elle, ça dépend de son libre arbitre. Eh bien, ce changement d'air cosmique dépend de notre libre arbitre, mais cette fois-ci cosmique, c'est-à-dire universel, de nous en tant que cellules de l'humanité. Hein, vous comprenez, hein, on parle en ce moment des problèmes climatiques et tout ça, et c'est vrai que ça devient urgent. C'est une des manifestations de la problématique du passage entre les deux ères. Parce que dans l'ère des poissons, on a abusé de la Terre, on l'a exploitée. Hein, bon, je ne veux pas vous faire un dessin, tout ça vous le savez, c'est dans tous les journaux maintenant, sauf chez Trump, hein, qui se trompe évidemment, mais on sait que c'est là maintenant. Et tous les jours, on entend des alertes. Si vous lisez les journaux, je lisais encore dans Le Monde hier, une alerte disait que c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais qu'il faut changer. Qu'il faut changer notre société, mais notre civilisation industrielle, notre civilisation capitaliste, notre civilisation ultra-libérale, parce qu'on va à la catastrophe, effectivement. Mais on est dans la période de transition. Je prends une image qui va vous parler, je suppose, parce que vous allez au cinéma aussi, hein, vous regardez des films. Vous savez, il y a une technique dans le cinéma qui s'appelle le fondu enchaîné. Hein, il y a une image qui est fixe d'abord, puis elle devient de plus en plus floue, et puis il y a une autre image floue qui arrive et qui commence à se superposer sur la première image. Hein, c'est ce qu'on appelle un fondu enchaîné. Et progressivement, la première image, elle s'estompe de plus en plus, et progressivement, la nouvelle image, eh bien, elle devient de plus en plus nette. Mais ça prend 216 ans. C'est-à-dire que, minimum, comme on dit au foot, hein, au foot on dit temps additionnel 3 minutes minimum. Là c'est 216 ans minimum. Hein. Personnellement, de par mes études, je pense qu'on a commencé à faire cette période de transition avec le siècle des Lumières. Vous vous rappelez, ce qu'on a appris, bon, c'est au XVIIIe siècle, hein, ça remonte déjà à un bout de temps, Diderot, Voltaire, Rousseau, l'encyclopédie, les encyclopédistes. Hein. Bon, tout ça, en Sciences Po, on avait aussi beaucoup travaillé sur l'histoire des idées politiques, et on faisait commencer l'ère moderne, enfin Sciences Po, ils font commencer l'ère moderne, ce qu'on appelle l'ère moderne, avec les encyclopédistes. Il y avait l'Ancien Régime, et progressivement, les encyclopédistes, les Rousseau, les Voltaire, ont développé des idées qui allaient à contre-courant de leur époque. Pour certains, c'était des génies, pour d'autres, c'était des farfelus, des fous, surtout Rousseau, qui était considéré un peu comme un fou. Mais, vous savez, les confessions, tout ça, mais si vous lisez Rousseau, hein, sur un livre qui s'appelle « Du contrat social »,
un autre livre qui s'appelle, je crois, sur les raisons de l'inégalité entre les hommes. Il a analysé tout ça. Il a écrit un livre sur l'éducation qui s'appelle « Émile ou de l'éducation », où il prônait une nouvelle forme d'éducation. Rousseau a écrit un autre livre sur la place de la femme dans la société, qui était complètement occultée. Hein. Ça s'appelle « La nouvelle Héloïse ». Hein. Donc tous ces livres-là, comme les livres de Voltaire ou de Montesquieu même, sont porteurs en germe de quelque chose qui va nous amener vers l'ère du Verseau. Et progressivement, on est passé par différentes étapes qui ont été des étapes encore dans l'ère du Poisson, mais qui étaient des étapes qui étaient porteuses de valeurs du Verseau. Le Verseau, c'est la fraternité. Prenez à quelqu'un de Verseau, comme moi, le besoin du Verseau, c'est la fraternité humaine, dans son essence, hein, dans ce cas de plus, quand on est bien intégré, hein, parce qu'il y a des compulsivités, des choses qui font qu'il y a l'ombre et la lumière. Je parle de la lumière, moi, hein, bien qu'il y ait toujours de l'ombre encore, mais la lumière, c'est la fraternité entre les êtres, c'est l'égalité. Hein, hier, j'ai regardé un film qui s'appelle La Promesse. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, pour vous dire comment les choses se font et que je fais toujours ces liens avec ce que je vis en astrologie. La Promesse, c'est un film sur le génocide arménien en Turquie. On en parle peu, finalement. Mais il faut en parler. Bon, je ne suis pas arménien, mais je me sens fraternel avec eux. Hein, eh bien, dans ce film, il y a tout ce que je suis en train de dire. Quand j'ai vu ces deux hommes qui aiment la même femme, l'histoire, hein, bon, c'est une romance en même temps, et quand cette femme à la fin meurt, les deux hommes qui étaient rivaux, plus ou moins, eh bien, ils se confortent l'un l'autre. Moi, ça m'a fait pleurer. Deux hommes qui s'embrassent, qui se confortent, ça c'est le Verseau, si vous voulez. Bon, on ne pleure pas toujours, mais c'est la fraternité du Verseau, c'est qu'on fait partie de cette humanité, et on est tous... comme disait Gandhi, il disait nous sommes tous frères. Il y a un livre de Gandhi qui s'appelle Nous sommes tous frères. Ça, c'est le Verseau. Le Verseau, c'est le besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Les personnes qui sont très marquées par le Verseau, ou qui ont la planète du Verseau qui s'appelle Uranus, qui est très forte dans leur thème, sont des personnes qui ont besoin de leur espace, qui ont des difficultés à s'engager au premier niveau, ce qu'on appelle la compulsivité, dans leur part d'ombre, parce qu'ils ne veulent pas être enfermés. Le Verseau n'aime pas être enfermé dans des conventions, dans des limitations, dans des traditions qui sont limitantes. Donc, hein, c'est la liberté. Fraternité, liberté, égalité. Égalité, quelque chose. C'est notre devise, la devise de la République, dans laquelle nous vivons. Mais comme nous ne sommes pas encore vraiment dans l'ère du Verseau, ce sont souvent des bons mots. Mais néanmoins, quand on regarde l'évolution depuis la Révolution française, qui est quand même une marque importante, pas seulement pour nous Français, mais aussi pour l'humanité. Sri Aurobindo écrivait dans un livre qui a été publié, enfin c'est pas lui qui a écrit, c'est ses disciples. Hein, Sri Aurobindo, c'était un maître indien, vous connaissez peut-être, hein, qui était à Pondichéry et qui est à l'origine d'Auroville. Hein. Enfin, ses disciples, c'était la mère qui a créé Auroville, mais c'était d'après les idées de Sri Aurobindo, hein, un des grands saints de l'Inde contemporaine, on va dire, puisqu'il est mort dans les années 1950. Ouais, ça fait presque un siècle, hein, bientôt. Enfin, quand on dit ça, je suis né en 48, alors je me dis, oulala. Alors, ça, dans ce livre qui s'appelle « La Révolution française et l'avenir de l'humanité ». Et les disciples de Sri Aurobindo, les disciples français, ont repris dans les différentes œuvres de Sri Aurobindo, qui est un des rares hommes spirituels à parler de politique, hein, parce que lui-même, dans sa jeunesse, était un révolutionnaire. Peut-être vous savez ça, il s'est battu contre la domination de l'Angleterre, de l'Empire britannique sur l'Inde. Hein, vous voyez ça dans le film sur Gandhi. Hein, et donc, il a été révolutionnaire, son frère a posé des bombes et il a été mis en prison par les Anglais à Calcutta. Et donc, c'est là qu'il a rencontré lui-même son maître en prison, qui lui a enseigné le yoga
Et à partir de là, il est parti en territoire français, à Pondichéry, qui était français à l'époque, hein. Et donc il était dans une enclave française, les Anglais ne pouvaient plus le suivre, quoi. Hein, ils ne pouvaient pas rentrer là. Mais dans ce livre qui s'appelle donc La Révolution française et l'évolution de l'humanité, hein, ils reprennent ces textes, le cycle humain, tout ça, des textes où il parle de la Révolution française, et où il explique combien cette révolution a été importante pour l'humanité. Alors évidemment, nous en tant que Français, on va se glorifier, hein. Mais ça, c'est de l'ego national, hein, cocorico, comme on dit. Mais non, mais c'est vrai que ça a été un moment important. Et ce sont la première fois, enfin pas la première fois, puisque je vous dis que ça joue depuis longtemps, mais on commence à voir poindre les idées du Verseau. Mais si on avance de plus en plus loin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, si on avance de plus en plus loin dans le temps, pour se rapprocher de notre époque, on constate que ces dernières années, ces derniers 50 ans que j'ai vécu, donc, qui correspondent à d'autres cycles planétaires à l'intérieur de ce grand cycle, des phénomènes se sont produits qui font que nous allons vers l'ère du Verseau. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, enfin, etc. Hein, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons en ce moment, les gilets jaunes, hein, les bérets rouges, autrefois c'était les bérets verts, hein, eh bien, ça fait partie de cette réaction dans l'inconscient collectif contre les valeurs du poisson, contre les valeurs de la consommation. Peut-être ils n'ont pas encore compris, mais je crois que ça va jouer, parce qu'au niveau de la politique politicienne, au niveau des individus, l'énergie cosmique, elle redescend, et elle va dans les choses les plus matérielles. Hein. Eux, ils réclament à juste titre, hein, on peut dire, ils réclament d'avoir plus d'argent, de pouvoir consommer un peu plus, de pouvoir, ou bien de pouvoir payer leurs factures. Hein. Mais ce qu'on peut comprendre quand on regarde les ères cosmiques et ce passage entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau, ce qu'on peut comprendre, c'est que ça va bien plus loin que ça. C'est le système tout entier qu'il faut changer. C'est les consciences qu'il faut changer. Hein, à partir de là, vous voyez, hein, j'ai fait partie, il y a 50 ans maintenant, de différents mouvements qui étaient à mon époque, hein, ceux de mon époque, de ma jeunesse, hein, qui étaient le mouvement hippie, dont j'ai parlé tout à l'heure en faisant allusion à R. Hein, Qu'est-ce qu'on voulait faire à ce moment-là, après mai 68, qui a fait partie aussi d'une étape importante? On voulait changer le monde, on voulait le transformer, on voulait que les hommes soient plus égaux, qu'ils s'aiment plus dans le sens aimé, dans le sens christique, je dirais presque, hein, dans le sens bouddhiste, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Donc on rigole des hippies et des idées. Faites la guerre, pas l'amour. Non, c'est l'inverse. Faites l'amour, pas la guerre, évidemment. Hein. Eh bien, on rigolait. Les gens nous regardaient d'un drôle d'œil. Moi, j'ai jamais été totalement dans un truc, totalement dans l'autre. Je dis, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Parce que on peut pas se couper du reste du monde, quoi. On est à la fois dans un et on est dans l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a essayé de vivre dans des communautés, on a essayé de vivre des nouvelles situations relationnelles. Bon, c'est vrai que la sexualité qui était bridée à ce moment-là, s'est débridée d'une certaine manière, et c'était pas quelque chose de positif en tant que tel. Mais enfin bon, quand on est trop vissé, ben on a besoin de dévisser, hein, et de se libérer. Donc c'était des mouvements de libération. Ça a correspondu d'ailleurs à un autre cycle cosmique à l'intérieur de l'ère du Verseau, qui est la conjonction entre Uranus et Pluton dans le signe de la Vierge, qu'on a appelé la conjonction des Sixties, puisqu'on a appelé cette période-là les Sixties. Hein. Et c'est là qu'on voit apparaître une des grandes conjonctions, peut-être une des plus grandes. Uranus et Pluton se retrouvent toujours pour la finalité Verseau que je vous ai indiquée, mais se retrouvent une fois tous les 171 ans, je crois, quelque chose comme ça. Parce que Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, et Pluton le fait en à peu près 245 ans. Donc il se retrouve une fois par siècle, en fait.
La fois précédente, c'était en 1821. Peut-être c'est une date qui vous dit rien comme ça. 1821. C'est la mort de Napoléon. Ouais, bon. Symboliquement, ça a une certaine signification. Mais peu importe, après on peut rentrer dans les détails des différentes ères, on peut rentrer dans les 12 phases du cycle des poissons, puisque un cycle de 2160 ans, si vous le divisez par les 12 signes du zodiaque, hein, ça va faire à peu près de 2160 ans divisé par 12, ça fait maintenant, vous voyez, à peu près environ 100 et quelques années. Il y a l'ère bélier du poisson, la phase bélier du poisson, la phase taureau, la phase... bon, j'avais noté tout ce que Rudyard avait mis. Hein, lui, il fait commencer cet aspect-là en 3 périodes de 720 ans et 12 périodes de 180 ans. Voilà, hein, exactement. Et j'ai les détails du travail que Rudyard avait fait avec les correspondances de ce qui s'est passé historiquement dans ces périodes-là. Et on voit qu'il y a un fil directeur. Hein. Mais bon, je reviens à ma conjonction Uranus-Pluton des 60s. Hein, quand il y a c'est un cycle de 171 ans, quand Pluton qui fait le tour, donc en 245 ans, Uranus en 84 ans, il se retrouve, et c'est un nouveau cycle qui commence, il y a une nouvelle manifestation des énergies. Uranus et Pluton sont des planètes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein, il faut un télescope pour les voir. Uranus est la première planète qui a été découverte au moment de la Révolution française, précisément. C'est pour ça qu'on a associé, dans la même période, qu'on a associé Uranus, donc la planète du Verseau, aux transformations, aux révolutions, aux ouvertures de conscience. Quand on a un transit d'Uranus dans notre thème natal, on peut être sûr qu'on va passer par une phase de vie, suivant les planètes, les maisons, enfin le thème, dans une phase de vie où il va nous être demandé, je dis les choses comme ça, il va nous être demandé. Après, on dit oui ou non. Si on dit oui, ben, on va accompagner la transformation. Hein, et si on dit non, on va prendre plein la poire. Pour nous obliger à évoluer, à grandir, à aller de l'avant. C'est pareil pour les civilisations. Uranus a été découvert en 1782, hein, au moment de la Révolution française, au moment de la Révolution américaine, puisque les deux sont liés quasiment. Et vous vous rappelez d'ailleurs, vous voyez les correspondances qu'on peut faire historiquement, pourquoi la France et les États-Unis sont liés? Parce que si les États-Unis sont indépendants, c'est grâce à la France. Vous vous rappelez Lafayette, hein, et puis, vous savez que quand vous arrivez à New York, il y a la Statue de la Liberté, qui a été offerte par la France aux États-Unis pour l'indépendance, pour la commémoration de l'indépendance des États-Unis. Donc il y a un lien très fort, très subtil entre ces deux pays. Quoi qu'il en soit, Uranus a ouvert des portes, l'ancien régime, la révolution, un nouveau régime, mais après il faut du temps pour que les choses avancent, quoi. Donc Uranus-Pluton, dans les années 60, a inauguré un nouveau cycle de 171 ans, dans le cadre du passage entre l'ère des Poissons et l'ère du Verseau, d'accord, hein, vous suivez, c'est en toile de fond, hein, et à partir, si vous regardez, ça s'est fait dans le signe de la Vierge, ça s'est reproduit à plusieurs reprises, parce que les deux planètes, elles vont, elles reviennent, et tout ça. Hein, je dois avoir quelque part, là aussi, les dates, mais bon, comme on n'est pas dans un séminaire, je suis amené à vous donner des ingrédients comme ça pour que vous compreniez. Et progressivement, quand la planète la plus rapide, Uranus en l'occurrence, même si elle est très lente, et la planète la plus lente, Pluton, qui a été, elle, découverte en 1930, hein, donc récemment finalement, sur une période de temps donnée, 1930, d'ailleurs elle a été déclassée par les scientifiques. Hein, mais je peux vous assurer que quand on a des transits de Pluton dans son thème, même si c'est plus une planète au sens astronomique du terme, ils l'ont déclassée il y a quelques années, je peux vous assurer, et je l'ai vécu moi aussi, hein, puisque, comme disait Vouga, moi qui suis un être humain comme chacun, hein, donc je vis les choses aussi, ben, on déguste là. Parce que quand il y a Pluton qui est là, dans notre thème qui passe sur une planète ou un aspect difficile avec une planète, on est appelé, il nous est demandé, si on veut bien, de casser quelque chose dans notre vie
qui n'a plus de raison d'être parce que c'est la loi de l'évolution pour grandir vers plus de conscience, plus de liberté, le but étant d'être des êtres libérés. Et c'est pour ça que la spiritualité a un rôle important dans tout ce que je vais dire, parce que la spiritualité est le moteur de la transformation. La spiritualité en tant que telle est révolutionnaire. Les enseignements qui datent de 5000 ans, comme l'hindouisme, le yoga, comme le bouddhisme, même un peu moins, ou d'autres, quand on les prend dans leur spiritualité, et non pas dans leur religion. La religion et la spiritualité, c'est deux choses différentes, on est bien d'accord. La religion enferme, elle nous oblige à nous, c'est le poisson, c'est l'ère des poissons, à nous replier sur notre communauté, c'est ce qu'on appelle le communautarisme, à penser que c'est nous qui avons l'église point de salut, quoi. Hein, quelle que soit l'église, d'ailleurs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs orthodoxes, que ce soit les musulmans, ça on sait bien, mais dans chaque religion, il y a cette spiritualité qui fait partie de l'ère du Verseau, qu'il nous faut retrouver parce qu'on va vers une libération. Et cette libération, c'est aussi notre libération intérieure. Si on ne fait pas cette libération intérieure, on ne peut pas accompagner le mouvement extérieur. Le mouvement extérieur, c'est aussi donc ce que disait, au moment de la conjonction Uranus-Pluton en Vierge, c'est ce que disaient les hippies, et d'autres, hein, il n'y a pas que. Et moi, quand je parlais d'écologie à cette époque-là, dans les années 60, quand j'ai soutenu un homme qui s'appelait René Dumont, que vous avez peut-être connu, allez sur Internet, regardez René Dumont, ingénieur agronome, qui était déjà assez âgé à l'époque. Et c'était aux élections présidentielles de 69, je crois. Ouais, 69 ou 74, c'est suivante, je ne sais plus. Enfin, une des deux. Et René Dumont, à la télé, puisque les candidats passaient à la télé, hein, vous vous rappelez, ça se passe encore. Il prend un verre d'eau, il commence à déguster l'eau comme ça, et il dit, regardez cette eau. Si on continue comme ça, dans 50 ans, dans un siècle, on ne pourra plus boire d'eau. Quel rigolo quand même, hein, vous vous rendez compte? Dire des choses pareilles. Mais nous avons à profusion de l'eau, de l'air, des choses comme ça, le soleil, le pétrole, le charbon. On ne se posait pas la question, c'était un rigolo. Vous vous rendez compte? Regardez, elle est là, sur YouTube, hein. Ça y est. Ça, c'est un des bons côtés d'Internet, si je puis dire. Hein, c'est ce que Rudyard appelait, il appelait ça la planétarisation de la conscience. Bien avant que cet Internet se manifeste avec tout ce qui se passe, il disait qu'il a écrit un livre qui s'appelle La planétarisation de la conscience. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des petits individus dans notre petit coin, dans notre petit village, dans notre petite province, dans notre petit pays. Hein, nous sommes des membres de l'humanité. Et donc notre conscience demande à s'ouvrir sur le reste du monde et à fraterniser avec le reste du monde. C'est ce que, dans le côté positif des choses, c'est ce que nous faisons. Hein, nous nous émeuvons, ou émouvons, quand il y a quelque chose de dur qui se passe à l'autre bout du monde. On se sent concerné, quelque part. Enfin, quand on est ouvert au Verseau, hein, à la fraternité, on se sent concerné. On se sent concerné par les catastrophes écologiques. D'autant plus que, quand on regarde les cartes que les météorologues sont en train de nous montrer, on se dit, mais demain, Nice et Marseille n'existeront plus. Hein, puisque la mer est en train de monter, tout ça. Enfin, la calotte polaire, il paraît qu'elle est rikiki maintenant. Enfin, c'est pour vous dire qu'il est temps qu'on se réveille. Enfin, il est temps, c'est limite. Comme dit un de mes autres maîtres qui s'appelle Edgar Morin, qui est un sociologue, puisque j'ai fait de la sociologie, Edgar Morin, qui a 97 ans. Il y avait dans Libération de la semaine dernière un entretien entre deux sociologues avec lesquels j'ai travaillé étant étudiant, Edgar Morin, Alain Touraine. Ça vous dit peut-être rien. Alain Touraine, il a 93 ans. Edgar Morin, il a 97 ans. Vous allez dire, c'est des vieux cons, quoi. Mais ce sont des sages, chacun dans leur domaine. Et ils ne parlent pas de spiritualité à proprement parler, mais ils parlent de ce dont je suis en train de parler sur un certain plan. Et Edgar Morin, il disait, nous sommes au bord du précipice. Il dit, c'est pas qu'il disait, il est toujours vivant. Nous sommes au bord du précipice, mais j'ai foi dans l'humanité.
Donc c'est cette foi-là qu'il faut garder pour pouvoir faire ce passage. Hein? Donc il y a eu ces étapes-là. Moi j'ai été dans les années 60, c'est pas pour me mettre en avant que je dis ça, c'est pour témoigner d'un vécu en phase avec ce que je ressentais à ce moment-là, parce que j'étais révolté, hein? J'étais pas toujours très conscient de ça, j'étais contre, c'est tout, parce que je suis Verseau. Et les Verseaux, ils sont pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Donc, mais ça me révoltait. Depuis mon enfance, tout ça me révoltait et je piquais des colères énormes. Et j'ai fait les... Vous savez, contre la centrale nucléaire du Bugey. Hein, il y a eu des marches, tout ça, avec les gens de Charlie Hebdo, Harakiri et tout ça. C'est une époque qui vous dit rien peut-être, mais on nous rigolait au nez, on était des farfelus, on était des fous. Quand j'ai commencé à faire de l'astrologie, qui fait partie aussi de la connaissance du Verseau, la planète de l'astrologie, c'est Uranus, qui est la planète du Verseau, on m'a dit, mais t'es malade, qu'est-ce que tu vas t'intéresser à toutes ces conneries? En plus, c'est des trucs de bonne femme. Bon, c'est là maintenant. Les personnes qui nous dénigraient il y a 50 ans, elles viennent au cours d'astrologie. Il y en a qui viennent au cours d'astrologie, il y en a qui viennent dans des cours des trucs de développement personnel, de connaissance de soi, même si, comme dit Arnaud Desjardins, il dit qu'avant, et ça aussi ça fait partie de ce qu'on est en train de dire, avant d'être dans la vraie spiritualité, il faut déjà être bien psychologiquement, c'est-à-dire bien équilibré psychologiquement. Si on est en guerre avec soi-même, Arnaud Desjardins explique ça dans ses différents ouvrages, et notamment dans une série qui s'appelle « À la recherche du soi », eh bien, on ne peut pas prétendre à la spiritualité vraie qui est la paix. Hein? Je suis en train de lire parallèlement les mémoires d'un homme qui s'appelle Marek Alter. Hein, vous avez entendu parler de Marek Alter? Et qui est né, qui est Verseau également. Bon, je n'ai pas son heure de naissance, je sais j'ai sa date de naissance, mais en lisant son livre, je me suis dit, il doit être ascendant Lion. Hein, parce que c'est un homme qui a œuvré pour la paix. Hein, c'est un juif polonais qui a été dans le ghetto de Varsovie, qui a rééchappé par différentes circonstances qu'il raconte. C'est intéressant. Et puis lui, qui n'a pas fait d'études et tout, il a rencontré les plus grands présidents de la République, il est copain avec Macron, avec Hollande, avec Sarkozy, avec Poutine. Alors il raconte tout ça, il dit mon ami Poutine, mon ami Hollande, mon ami Macron, c'est toujours mon ami ceci, mon ami cela. Je me dis, il doit être Lyon, quoi. Mais bon, c'est passionnant et intéressant, mais il a mis toute sa vie au service de la paix. Il s'est battu, un bon Verseau qu'il est, pour que la paix règne entre les peuples, et notamment, et plus particulièrement, entre les Palestiniens et les Israéliens, entre les Juifs et les Arabes. Donc, il y a des gens, même sans faire de psychologie spirituelle, ou d'astrologie, ou de choses comme ça, qui sont porteurs, et leur thème le montre. Et ils s'engagent dans la vie pour ça, même si pour nous on dit, bon, ben d'accord, il est allé voir Macron, il est allé voir Poutine, il a organisé des tas de trucs, de manifestations pour la paix un peu partout dans le monde et tout, mais il ne parle pas de ce qui pour moi est l'essentiel. Mais peut-être que je suis prétentieux en disant ça, hein, aussi. Pour moi, l'essentiel, c'est de se transformer déjà soi-même, de faire la révolution à l'intérieur de nous. Hein, bon, là, c'est ça le travail spirituel, et je pense, comme le disait Dan Rudia et ma mère spirituelle qui s'appelle Germaine Ollet, elle disait que bon, il faut d'abord commencer par là, quoi. Et les maîtres spirituels le disent. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, cette notion de l'ère du Verseau, puisqu'on se rapproche de plus en plus du passage, ça ne se fait pas ric-rac d'un seul coup en 2062, toc, on ne va pas être dans l'ère du Verseau. On est déjà dans l'ère du Verseau, mais on est encore dans l'ère du Poisson. Et puis quand on sera dans l'ère du Verseau à proprement parler, techniquement parlant, il faudra plusieurs siècles avant que les énergies s'incarnent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, avec Uranus-Pluton, après, moi j'ai regardé le cycle Uranus-Pluton parce qu'il me paraît intéressant par rapport à d'autres cycles. Hein, les conjonctions se sont faites en 65 et 66. Après,
Uranus s'est dégagé de Pluton, puisqu'il va plus vite, tout est relatif évidemment, il s'est dégagé de Pluton, il a fait ce qu'on appelle un semi-carré avec Pluton. Hein? Et donc, ça s'est fait, le semi-carré, c'est quand la planète la plus rapide est 45 degrés, semi-carré, devant la planète la plus lente, parce qu'on est en phase montante. Si c'était 45 degrés descendant, on sera en phase descendante. C'est à la fin du cycle, ça. Mais là, en 86-87, il y a eu le semi-carré, c'est-à-dire une étape importante dans ce cycle. Si vous regardez ce qui s'est passé en 86-87, Pas eu Tchernobyl ouais, il y a eu des trucs comme ça, Tchernobyl, tous ces trucs-là. Il y a eu... Tu peux parler plus fort. Oui, mais là, j'ai un peu... Hein? Il y a eu des catastrophes écologiques, mais il y a eu des réponses qui vont vous paraître bizarres, puisque moi je les ai vécues aussi, et qu'on les a vécues dans le coin aussi. Enfin, j'étais pas moi ici exactement à cette période-là, mais c'est ce qu'on appelait le Nouvel Âge. Hein? Que tout le monde rigole en disant ils sont New Age et tout ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a du à boire et à manger, c'est l'auberge espagnole, comme toujours. Il y a les marchands du temps qui sont là aussi. Hein. Mais 86, 87... Ça correspondait avec Uranus en Sagittaire, ça. Voilà, Uranus en Sagittaire. Hein, Uranus était en Sagittaire à ce moment-là. Donc il y avait une ouverture au niveau de la spiritualité, d'où le New Age, etc. Voilà. Ça a pris cette forme-là, d'où, par exemple, Findorn. Vous connaissez Findorn. D'où ce qui s'est passé ici, dans la région, avec l'hémorragie Vaudan. La lune soleil qui existe toujours. Lucinge. Lucinge. Et Our. Et Our. Lucinge, qui était un centre de lumière, on appelait ça, auquel j'ai participé. C'était une communauté qu'on appelait Nouvel Âge, dans le bon sens du terme. Mais on explorait à ce moment-là de nouvelles manières encore de se relier les uns aux autres, de faire émerger la spiritualité dans ces centres. Il y a eu Eur, effectivement, il y a eu tout un mouvement. Et quand on regarde maintenant, on arrive au sextile, là, mais ce serait le carré d'abord. Le carré a eu lieu en 2012, c'est-à-dire quand la planète la plus lente, et derrière donc toujours la planète la plus rapide est devant, on va dire, et plus exactement, elle arrive à 90 degrés devant. 90 degrés, c'est ce qu'on appelle un carré, c'est un aspect de tension, donc d'émergence. Tout ce qui a été généré au moment de la conjonction, hein, parce que la conjonction, c'est le début du cycle, c'est comme si on recevait une inspiration qu'il va falloir développer pendant toute la durée du cycle. Vous me suivez, hein? Et donc, 2086, Uranus en Sagittaire, effectivement, hein? Et donc... le Sagittaire étant le signe de la compréhension, du sens, c'est les grands voyages cosmiques aussi, hein, dans son plus grand sens, mais bon, il demandait cette ouverture que tu nous as rappelé effectivement. Il y a eu le carré, donc en 2012, 2013, 2014, 2015, ça a duré, s'est reproduit 5 fois. C'est récent ça. Là encore, émergence des idées qui ont commencé à être générées à la conjonction, qui ont pris une autre forme encore au semi-carré, et qui au carré se manifestent de plus en plus. Ça s'est manifesté par de plus en plus de gens ces derniers temps, qui travaillent dans l'écologie, qui ont conscience de ces problèmes d'écologie. C'est de plus en plus de gens, même s'ils ne pensent pas ce que je suis en train de dire au niveau de la symbolique, le covoiturage. Les circonstances économiques font qu'il faut qu'on trouve des solutions qui soient des solutions qui nous permettent de survivre déjà, pour pouvoir vivre ensuite. Hein? Donc il y a de plus en plus de gens qui achètent bio. Quand j'habitais à Paris, vers la gare de l'Est, je mangeais bio déjà depuis ces années-là. Au début, j'ai commencé macrobiote, vous savez, au Chawa, tout ça, mais ça ne me plaisait pas. Hein, par ailleurs, je suis un jupitérien, j'aime bien manger. Donc les macrobiotes, il y avait un resto à Paris qui s'appelait le Bol en Bois. Alors, on m'y avait traîné, mais je ne suis pas resté longtemps parce qu'ils faisaient tous des gueules de 100 pieds de long. Il fallait manger ça sérieusement. Il fallait... Ah, moi, j'aime bien qu'on déconne un peu, quoi, hein, en même temps. Même si on va vers des choses
qui sont essentielles, hein, que ça se fasse dans la joie, dans la gaieté, dans l'harmonie. Donc, j'ai commencé comme ça, et puis après, dans ces mouvements on mangeait bio, déjà. Donc il y en a qui faisaient déjà autant des hippies, ils faisaient leur jardin, ils faisaient leurs trucs comme ça. Moi, j'ai pas la main verte, et puis c'est pas mon boulot, mais il y a des amis pour qui c'est le boulot, qui me donnent à manger aussi. Moi, je leur fais leur thème. Et donc, quand j'habitais vers la gare de l'Est, on habitait avec Mira, hein, gare de l'Est, et il y avait une petite boutique bio, Naturalia, qui était en haut du boulevard Magenta, là, presque à Barbès-Rochechois. Donc il fallait qu'on remonte de la gare de l'Est, bon, c'était pas loin, mais... Et il y en avait une autre, qui était la Vie Claire, qui était place de la République. C'est tout. J'ai quitté Paris définitivement. Rien n'est jamais définitif, vous savez, mais parce que chaque fois que j'ai quitté Paris, j'ai fini par y revenir. Hein, parce que c'est ma ville, c'est là où je me sens bien, même s'il y a de la pollution et tout ça. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans Paris. Mais nous avons quitté Paris, on habitait rue de la Fidélité. C'est marrant. Et la rue qui suit, la rue de la Fidélité, c'est la rue de Paradis. Et d'ailleurs, dans cette rue de Paradis, c'est là maintenant où on va chercher les visas pour aller en Inde. Vous savez, il y a je trouve ça, ces correspondances, ces coïncidences, ces synchronicités extraordinaires. Eh bien, entre le début de la rue de la rue de Paradis et la fin de la rue de Paradis, qui tombe sur la rue du Faubourg Poissonnière, pour ceux qui connaissent Paris, il y a 6 magasins bio. Quand je suis parti, le Naturalia auquel j'allais, il avait déjà fait, c'était devenu quasiment un supermarché. Ils avaient racheté juste de l'autre côté de la rue, donc c'est à côté de chez moi du coup. Mais il y a 6 magasins bio. Il y a boulevard Magenta, là, les gens se sont mis à faire des composts. Ils ont fait des jardins. Hein, vous savez, vous avez vu ça. Bon, c'est dans Paris, je pense que ça se fait ailleurs aussi, et d'ailleurs ça se fait ici. C'est-à-dire que les idées qui ont été émises il y a 50 ans commencent à émerger avec Uranus-Pluton, avec le passage dans l'ère du Verseau. L'année prochaine, on va avoir une conjonction très importante, une triple conjonction même, entre Saturne et Pluton. Hein, une conjonction qui a lieu tous les 35 ans. Oui, c'est Saturne et Pluton, c'est ça. Il y a quelque chose, non? Non, on imaginait ce que ça pouvait donner. Ah ouais. Le 12 janvier. Le 12 janvier. 12. Je l'ai retenu parce que c'est la naissance de ma fille, elle est née le 12 janvier. Alors je me dis, elle a le soleil pile en Capricorne à cet endroit-là, et puis elle va avoir la conjonction Saturne-Pluton pile sur son soleil. Elle a déjà Pluton qui se balade sur son soleil, mais je me dis, bon, elle va s'ouvrir à quelque chose d'extraordinaire. Mais Saturne-Pluton, c'est tous les 35 ans, hein, bon, ça s'étale parce que les planètes, elles restent en conjonction, en ordre de conjonction pendant un certain temps. Hein. Si on regarde, la première, elle a eu lieu, enfin la première, je ne vais pas remonter à la nuit des temps, mais celle qui concerne peut-être notre génération, le 11 août 47. Le 11 août 47, conjonction Saturne-Pluton. Ça a lieu tous les 35 ans. Donc tous les gens qui sont nés en 47-48, ils ont cette conjonction. Si vous regardez les pays qui sont nés à ce moment-là, vous allez comprendre ce qu'est cette conjonction. Quel travail ces pays ont à faire pour évoluer, pour grandir. Hein? Il y a la Chine, moderne, qui est née avec cette conjonction. Il y a l'Inde. L'Inde a été indépendante, l'aspect était exact le 11 août 47, et l'Inde est devenue indépendante le 15 août 47. Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Et le 15 août, c'était aussi, si je me rappelle bien, la naissance de Sri Aurobindo. Hein, et une date importante, hein, puisque c'est la Vierge aussi. Hein, c'est quand même, pour nous, c'est important. La conjonction suivante a eu lieu en novembre 82. 33 ans plus tard exactement, 35 ans plus tard. Et là donc celle du 12 janvier 2020, dans même pas un an, elle aura lieu à 22 degrés du Capricorne. 22 degrés du Capricorne. Alors on a un petit bouquin là, enfin oui.
il est un peu, il a servi, mais il marche toujours. Hein. C'est un livre qui a été, ça s'appelle Les symboles sabiens. Vous en avez peut-être entendu parler. Les 360 degrés du zodiaque. Chaque degré du zodiaque correspond à une image. Alors, il y en a eu plusieurs depuis la naissance de l'astrologie. Enfin, la naissance de l'astrologie, on ne sait pas. Elle remonte à la nuit des temps. L'astrologie, elle remonte à la nuit des temps, hein, aux Sumériens, etc., aux Égyptiens et tout. Mais il y a eu ce qu'on a appelé la Volasphera, qui donnait des degrés du zodiaque. Après, il y a eu Jean Dus qui a fait son truc. Après, j'ai un ami qui s'appelle, comme je ne me rappelle plus son nom, qui a fait un bouquin sur la question. Et ça, c'est un livre qui a été donné par voyance. Mark Edmund Jones s'appelle aux États-Unis, à San Diego, en Californie. Il a pris 360 petites cartes. Sur chaque carte, il a marqué le degré du zodiaque. 1 degré du bélier, 2 degrés du bélier, 3 degrés du bélier, donc 364, puisqu'il y a 360 degrés hein, dans un zodiaque, le zodiaque étant un cercle. Et il les a mélangés. Et avec une voyante, qui connaissait à ce moment-là, dans les années 20, hein, 1920, elle lui dit, pour cette image, voilà, pour ce degré, voilà l'image que j'ai. Mais il ne savait pas de quel degré il s'agissait, parce qu'il avait retourné la carte. Et quand il est rentré chez lui, il les a mis en ordre. Et Rudyard, donc mon maître, a repris ça, et puis il les a commentés. Il a fait tout un commentaire sur le cycle et tout. Et une image qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est celle du semi-carré Uranus-Pluton en 87. Hein, voilà ce qu'elle disait, à 23 degrés du Sagittaire. Hein, parce que c'est en même temps très symbolique, hein, vous voyez. Et ça nous concerne encore aujourd'hui. Un groupe d'immigrants se plie aux formalités d'entrer dans un nouveau pays. Et Rudyard nous dit « Accepter en conscience une orientation nouvelle en étant prêt à saisir les ouvertures qu'elle offre. Au seuil d'un nouveau domaine de l'existence. » C'est valable pour nous, hein, dans notre vie aussi. Il faut remplir certaines conditions et s'adapter nécessairement à de nouvelles manières de faire, sur tous les plans. Parfois, cette obligation peut paraître une épreuve, mais on ne saurait y échapper. La suite des événements dépendra en grande partie de la manière dont on franchit ce seuil et de l'état d'esprit avec lequel on affronte des expériences peu communes et peut-être bouleversantes. Et il nous dit que c'est un degré, pour chaque degré il a donné un mot-clé, il dit c'est un degré de transition. Donc, vous voyez, tous les mouvements planétaires que je suis en train d'évoquer, il y en a d'autres, hein. On peut reprendre, par exemple, pour vous montrer comment ça se goupille, tout ça. Hein, j'essaie de vous balancer des idées comme ça, hein, pour la réflexion. Quand Uranus est arrivé en Capricorne, il y a aussi ça qu'il faut tenir compte d'ailleurs. Hein, on regarde les planètes lentes, Uranus, Neptune, Pluton, qui vont rester un certain temps dans un signe du zodiaque, 7 ans pour Uranus, 13 ans pour Neptune, 13 ans en ce moment pour Pluton, parce qu'il est à son périhélie, c'est-à-dire au point le plus proche de la Terre. Hein, il met 13 ans pour traverser un signe, Pluton. Ça aussi, ça explique ce qu'on est en train de vivre aussi, hein, vu par l'astronomie et l'astrologie. Et quand le périhélie, c'est, vous savez, les planètes, elles tournent autour du Soleil, elles font pas un cercle, elles font une ellipse. Hein, et quand elles sont, le Soleil est là, et quand la planète est, bon, Pluton, quand elle est proche du Soleil, quelques milliards d'années quand même, d'années-lumière, hein, on dit qu'elle est à son périhélie, et quand elle est là, elle est à son aphélie. C'est de l'astronomie, ça, hein, elle est au plus loin. Mais quand elle est à son périhélie, elle va de plus en plus vite, symboliquement parlant. Donc là, depuis qu'elle est passée en Sagittaire, en Capricorne, en Scorpion déjà, Sagittaire, Capricorne, elle est encore en Capricorne, Pluton, il est encore en Capricorne, hein, eh bien, il met 13 ans. Alors que quand il était dans les signes opposés, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, Pluton, il met 30 ans pour traverser un signe. Donc ça veut dire que le temps s'accélère quelque part, toute relativité gardée, puisqu'on sait que le temps n'existe pas. Hein, mais il existe quand même.
hein, d'une certaine manière. D'ailleurs, il faut que je contrôle où j'en suis, parce que j'ai un temps qui est imparti. Hein. Donc quand il a son périhélie, il va plus en plus vite. Donc là, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils sont restés toute leur vie dans leur petit coin. Rien n'a bougé vraiment. Ils allaient avec leur chariot à bœuf, hein, et leur truc. Et nous, on va avec des fusées à fond la caisse et tout. On ne trouve plus le temps de s'arrêter, quoi. Parce que le changement est très important. Donc je vous ai dit Uranus-Pluton. Hein, quand Uranus est rentré en Capricorne, Neptune était déjà en Capricorne. Ils se sont rencontrés, Uranus et Neptune, ce qui arrive une fois de temps en temps, une fois par siècle. Là encore, ça a une signification. Et quand Neptune est arrivé en conjonction avec Saturne, qui arrive à peu près tous les 30, là aussi 35 ans, par là, en 89, c'est une date qui devrait vous intéresser, enfin que vous devez connaître, je suppose, dont parle d'ailleurs Marek Alter de cette date, il parle des événements qui ont eu lieu à ce moment-là. C'est la chute du mur de Berlin. Saturne, le roc, le mur, Saturne s'est associé au mur et Neptune, c'est la dissolution. Le mur s'est dissous, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de choses comme ça. Donc ça s'est fait parce que c'est Neptune et c'est une ouverture sur le monde. Ces différents événements, et si vous lisez Marek Alter, c'est intéressant, vous verrez que les correspondances, moi je les vois en tant qu'astrologue, je vois les correspondances de ce qu'il raconte avec mes outils à moi, et je me dis, ah ouais, tiens, ça correspond à telle conjonction, ou à tel carré, ou à tel... bon, ça c'est une déformation d'astrologue, évidemment. Hein, et c'est extraordinaire de voir que nous sommes dans ce mouvement, dans ce changement. Donc je crois que j'ai jusqu'à 11h30, c'est ça, hein. Je pourrais parler pendant des heures une fois que c'est en route. Bon, vous avez bien compris en tout cas le sens du passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, avec quelques-unes des cycles, quelques-uns des cycles planétaires entre les planètes très lentes, je ne les ai pas tous cités, qui permettent de comprendre ce qui se passe en ce moment. Donc le but, en passant du Poisson au Verseau, c'est d'arrêter de consommer, c'est de manger bio, c'est de respecter les femmes, de leur donner leur vraie dimension. Ça, je suis un féministe avant l'heure. Je suis sorti dans les années 60, là, justement, avec une femme qui était au MLF, Mouvement de Libération de la Femme. Bah, je soutenais ça à fond, hein, parce que ça fait partie de moi, quoi. Comme disait Sacha Guitry, hein, vous savez ce que disait Sacha Guitry? Je ne suis pas contre les femmes, je suis tout contre. Hein, eh bien, bon, sans aller dans cette plaisanterie-là, hein, eh bien, je pense que l'ère du Verseau n'aura sa véritable signification, sa naissance, qu'à travers les femmes, qu'à travers le féminin. Quand le féminin, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on est en train de dire, quand le féminin trouvera sa juste place, quand la femme sera autonome, indépendante, qu'elle ne sera plus dans l'ombre de l'homme. Imaginez, certaines l'ont vécu, que pour ouvrir un compte en banque dans les années 60, il faut que vous ayez l'autorisation de votre mari. Les femmes ne peuvent voter que depuis 45, 46, etc. Mais c'est aberrant quand on y pense. Où est l'humanité? Donc je répète, c'est vraiment ça aussi, l'ouverture, la femme l'égale de l'homme. Chacun dans notre différence, bien sûr, on ne peut créer un monde que de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des réactions violentes, des tenants de l'ordre établi, qui veulent absolument maintenir les choses, même si elles n'ont plus de sens, même si elles sont vidées de leur signification, les choses comme elles étaient avant. Hein, il y en a qui disent avant, quand la France était la France. Vous avez déjà vu la France être la France avec des Français? Les trois quarts d'entre nous, nous sommes des immigrés, des migrants, des Italiens, des Juifs, des Espagnols, des Arméniens. Hein, bon, il y a quelques Français de souche, ça existe quand même, mais quand vous regardez les trois quarts des noms, moi quand je vais en consultation, je vois des gens qui ont des noms italiens, d'origine italienne, d'origine polonaise, d'origine, etc. Hein, c'est ça la France.
Et c'est Black Blamber, comme on disait, hein, c'est-à-dire que, allez, on est champion du monde quand même. Et ben, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette ouverture-là, sur cette conscience-là qui est demandée. Évidemment, je n'ai pas pu rentrer en 1 heure dans tout ce que je pourrais dire. Vous lirez les mémoires que je suis en train d'écrire, où j'essaye de faire partager tout ça, hein, mais comme Marek Alter, mais moi, par rapport à tout ce que je viens de dire, hein, eh bien, voilà, c'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire est donné par l'astrologie, pas que par l'astrologie, hein, mais les grands maîtres spirituels, à commencer par le Dalai Lama, ont un astrologue qui leur est dévolu en permanence. Hein? Normalement, l'astrologue est un prêtre. C'est quelqu'un, l'astrologie, disait ma mère spirituelle, Germaine Ollet, dans un livre, je vous le conseille d'ailleurs, il est très beau, ça s'appelle L'astrologie au-delà de la rencontre. Elle disait que beaucoup de gens font de l'astrologie, font 1 ou 2 ans d'astrologie, et ils deviennent astrologues, ils ouvrent un cabinet d'astrologue. Elle dit, quelle inconscience! Et moi qui ai 50 ans d'astrologie derrière moi, je me dis, mais comment j'ai fait pour être astrologue à 30 ans? Enfin, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 80 ans, j'ai 70 ans. Enfin, après-demain 71, mais enfin bon, hein, perso, hein, mais ça fait 40 ans quand même. Eh bien, je me dis, mais la vie m'a amené à être astrologue à 30 ans. Je me dis, mais pourtant, ben, on est initié. J'avais la chance d'avoir des maîtres. C'est important d'avoir des maîtres. Parce que s'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de maître de gourou, quoi. Hein, c'est-à-dire de personnes qui nous transmettent leur savoir, leur connaissance, leur expérience, comme Germaine Ollet, comme Dan Rudia, ou comme des maîtres vraiment spirituels, comme Yogananda, par exemple. Et bien, comme disait Arnaud Desjardins, on est comme un bateau qui n'a pas de port. Et je terminerai là-dessus, puisque je dois laisser la place. J'aurais voulu que vous me posiez des questions aussi, d'habitude. Je prends le temps des questions, mais remarquez, ils n'ont pas encore frappé à la porte. Uranus, tu nous as pas parlé d'Uranus en taureau. Alors, oui, il y a Uranus qui vient de rentrer en taureau. Alors que dans les années 60, donc, il y avait Uranus, Pluton en Vierge, donc en signe de terre, et là on se retrouve avec Pluton en signe de terre, Capricorne, et tout à fait. Pluton, Uranus qui arrive en signe de terre également. Donc là, je pense qu'il y a des choses aussi. Ah, il y aurait plein de choses à dire. J'ai pas tout dit. J'ai gardé. Disons que j'ai essayé de donner. C'est une conférence. Hein, une vision globale, surtout l'esprit. Mais c'est vrai que Uranus vient de rentrer en taureau. Il va définitivement y rentrer. Oui, il va définitivement y rentrer là au mois de mai ou quelque chose comme ça. Mais il y est rentré l'été dernier. Il a rétrogradé, il est revenu en bélier. Et il va revenir définitivement en taureau pour 7 ans. Et le taureau, c'est la matière. C'est tout ce qui est le taureau primaire, il est matérialiste. Le taureau évolué, qui a fait un cheminement intérieur, parce que tout signe est spirituel, a sa signification spirituelle. Il ne faut pas dire celui-ci il est spirituel et celui-là pas. On est tous matérialistes au départ, même le poisson qui est considéré comme un signe spirituel. Le taureau, son défi, c'est d'incarner l'esprit dans la matière. Donc de transformer la matière, de lui donner un sens qui soit un sens créatif, un sens spirituel, donc quelque part. Donc ça va être une période où tout ce qui est matériel va être transformé, et on peut assister dans un premier temps, le défi du taureau c'est le lâcher prise, c'est le détachement. On peut assister à des famines, à des choses comme ça, qui vont nous obliger, avec le reste des autres aspects planétaires évidemment, qui vont nous obliger à transformer notre manière de vivre la Terre. Hein, donc d'être plus écologiste. La révolution verte. Comment? La révolution verte. Voilà, tout ça va dans ce même sens. Ça, ce que je vous ai dit, en général, j'en fais un séminaire de 3 jours, où je reprends chaque chose bien les unes après les autres. Mais là, ce que je voulais, c'est vous mettre à l'esprit que l'astrologie, elle nous permet de comprendre un certain nombre de choses, quoi. Juste une petite question. Oui, une petite question, ils n'ont pas frappé à la porte encore. Okay. Dans quelle année l'époque de poisson ça va se finir? L'époque des poissons, d'après Rudyard, l'ère des poissons a commencé en moins 96 avant Jésus-Christ
C'est là le début de l'ère des poissons, comme on disait tout à l'heure, 2062, ça sera le début de l'ère du Verseau. Mais hein, si on reprend les périodes, on voit que c'est à partir de ce moment-là que l'ère précédente, qui était l'ère des Romains, de l'Empire romain, a commencé à se déglinguer de plus en plus. Et puis on pourrait faire les 12 étapes d'un signe pour montrer comment d'abord l'Empire romain a mis 500 ans à se défaire, et ce n'est qu'en l'an 500 à peu près qu'il s'est complètement défait et qui a adhéré à la religion catholique. Hein. Et puis après on peut voir le déclin de l'Église progressivement, l'accomplissement de l'Église et le déclin. Donc tu voulais me dire? Dans quelle année c'est vraiment fini l'époque de... L'époque vraiment de 2062, mais, Oui, d'accord. mais il y a encore des résidus karmiques pendant un certain nombre d'années. Oui, d'accord. Après, c'est pas, ça reste encore pendant encore un certain temps. Si on vous demandait qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va... J'en sais rien. Ce qui nous attend, c'est soit la catastrophe, tout se casse la gueule, et puis comme montrait, vous savez, les livres de René Barjavel, hein, Ravage, hein, Ravage. Soit tout se casse la gueule et puis on redémarre à zéro, soit on n'existe plus. Hein, j'ai entendu des trucs encore ce matin à la radio, effarants, quoi. Où, dans 30 ans, on n'existera plus. Enfin, il y a plein d'espèces qui ont disparu. Mais les abeilles, c'est important, il faut les préserver. Quoi. Einstein disait hein, que s'il n'y avait plus d'abeilles, on mourrait. Hein, il y a un grand apiculteur cosmique là qui peut vous en témoigner. Hein. Vous voyez, mais je ne sais pas. Non, mais bien sûr que vous ne savez pas, mais vous pouvez imaginer. Personnellement, vous pouvez supposer. Personnellement, je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai foi dans l'être humain. C'est peut-être con de dire ça. Non. Mais j'ai vraiment foi. Et je sais qu'on va trouver, et on est en train de trouver, d'une manière très souterraine, avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Hein, il y a plein de choses qui se font en dehors des institutions, en dehors de l'État. Hein, des choses qui sont verso, de fraternité. Je vois des gens qui partent à la retraite et qui se regroupent pour vivre ensemble dans un même endroit, en communauté, hein, dans une même maison. Je vois des gens qui ouvrent des nouvelles choses et tout. Donc on est en plein dans ce mouvement-là, et j'ai foi, je pense qu'on va s'en sortir. Oui. Hein. Et les deux sont très proches, le chaos, la fracture, c'est ça. Tu as raison de dire ça. L'anéantissement et l'émergence vont être de plus en plus proches, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Absolument. Donc, oui, tout à fait. Quand il y a une nouvelle ère, il y a d'abord du chaos. Forcément, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Mais il y a aussi l'émergence. Moi, j'ai surtout essayé de mettre l'accent sur l'émergence. Oui, mais je pense qu'on vit les deux. On vit les deux. De façon simultanée. Le chaos, puis tout de suite après, une émergence, encore un peu de chaos, encore de l'émergence. Tout à fait. C'est comme des plaques tectoniques là, qui se chevauchent, qui fait qu'il y a quelque chose qui émerge, qui peut émerger. Ouais. Mais ça, c'est aussi bien au niveau national, mondial qu'au niveau personnel. Tout à fait. Tout ça est juste. L'émergence ne se fait pas. Il faut qu'il y ait le chaos d'abord, effectivement. Il faut vraiment qu'on en prenne plein la gueule, pour ainsi dire, pour qu'on se réveille, quoi. Oui, parce que la nature humaine, elle est par nature, quand elle est au pied du mur, elle commence à bouger. Ouais. Donc, sauf que là, on est au pied du mur. Même plus que ça. Oui. Voilà. Mais toi, on a le visage plaqué contre le mur le plus. Ouais. Mais toi, dans ton travail, tu peux bien montrer ça aussi. Oui. Hein, dans ce que tu fais, les crop circles et tout ça. Alors, Oui. entre autres. L'évolution de la conscience. L'évolution de la conscience. Ouais. Voilà, ça rejoint ce changement de grand cycle de la précession des équinoxes. Voilà, et cette nécessité de se relier à l'énergie féminine pour favoriser cette émergence aussi. Tout à fait. Au niveau de la conscience. Tout à fait. Oui. Le gestionnaire du temps que je suis. Oui, on attendait qu'il vienne nous. Merci.